Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyons. Il sera question, on parlait dernièrement des offices postaux menacés dans le canton de Vaud. On recevra un responsable de la Poste d'ici quelques instants. Le siège administratif de la Mobilière à Nyons qui peut à présent accueillir ses 400 collaborateurs après 2 ans de travaux. On évoquera aussi la fin de la présidence de Christine Trollier au conseil communal de Nyons. Et un mot également sur la fête interculturelle. Nous en parlions la semaine passée, 49 offices de poste sont menacés dans le canton de Vaud. Sur les 127 offices actuels, soit plus d'un tiers d'entre eux, le maintien des 78 autres filiales est en revanche garanti jusqu'en 2020. Michel Pochon, bonjour. Michel Pochon, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai un petit moment de doute là-dessus. Michel Pochon, donc vous êtes le responsable de secteur de vente de la région Léman-Ouest pour la Poste. Un rappel de la stratégie de la Poste concernant ces suppressions, c'est avant tout lié au comportement des usagers. Effectivement, les habitudes de la population évoluent, nos habitudes de consommation évoluent, le numérique envahit nos vies, nous devons adapter, nous aussi, notre service postal à cette évolution de la société. Et pour ça, il faut des fermetures de postes ? Et pour ça, il faut peut-être des remplacements d'offices de poste par d'autres. On n'a plus besoin forcément d'avoir 4 murs, un bureau postal. On peut très bien travailler aussi en partenariat ou offrir d'autres possibilités numériques pour que le client puisse justement avoir des prestations qui suivent l'évolution de cette société. Alors, ce qui est critiqué, en l'occurrence dans le travail de la Poste, c'est notamment la baisse du contact humain. On est évidemment attaché à sa poste de quartier. On voit que maintenant, les facteurs ne montent plus forcément les étages pour aller directement sonner à la porte. Il y a une perte du côté humain, du facteur humain au sein de la Poste. On cherche toujours une solution, la solution la mieux adaptée à la situation. Raison pour laquelle on est toujours en contact. Pour chaque transformation de bureau de poste, on est en contact avec les autorités communales pour trouver une meilleure solution. La solution de partenariat, par exemple, avec une épicerie ou un magasin de proximité, permet de garder ce lien social et permet de garder un contact sur place. C'est la solution qu'on privilégie. On voit que dans beaucoup de régions, dans le district notamment, il y a une mobilisation relativement forte de la population. Il y a des pétitions qui sont lancées, mais aussi de la part des autorités. On a le sentiment que la Poste reste sourde et ne veut rien entendre. C'est un sujet qui est très délicat et très, très, très émotionnel, effectivement. Raison pour laquelle on organise aussi des séances d'information pour expliquer notre démarche, pour expliquer notre situation. Nous avons perdu 70% du trafic lettres, 40% du trafic paiement, 40% du trafic colis en 15 ans. Aucune entreprise ne peut rester les bras ballants face à cette situation. Donc nous devons aussi nous adapter. Mais il y a un devoir aussi de service universel de la part de la Poste. Comment trouver le juste milieu entre des besoins purement économiques, qu'on comprend, on vous entend, et puis de l'autre, le besoin universel, le service public que doit fournir la Poste? Le service universel est fourni. Dans toutes les situations, le service universel est fourni, soit par un bureau de poste, soit par un partenariat. Lorsqu'on a un partenariat, quasiment toutes les prestations de Monsieur Tout-le-Monde sont aussi offertes à la population. Donc l'objectif et le mandat de la Poste dans ce cadre-là est d'offrir un service de proximité et un service universel, mais pas forcément sous la forme d'un office de poste. Peut-être ça peut passer justement par un partenariat, quelque chose de mieux adapté à certaines situations locales. Et ce qui pousse, on le comprend bien, vous le confirmez, c'est vraiment des éléments économiques qui fait que, des questions de rentabilité, si un office de poste n'est pas rentable, c'est celle-là qui va être supprimée, ou en tout cas qui est menacée. Bien entendu, c'est un des éléments, mais l'élément principal, c'est vraiment ce changement d'habitude et ces baisses de volume. Donc derrière, effectivement, il y a un critère économique que l'on doit prendre en compte. Alors à présent, le dialogue va se poursuivre avec le canton de Vaud, en l'occurrence, mais aussi d'autres cantons. Ce processus devrait prendre fin d'ici la fin du mois. Quelle est la suite du processus concernant les offices qui seront maintenus, en tout cas jusqu'en 2020 ? Alors, le processus avec le canton de Vaud a été terminé. Il y a eu une communication qui a été faite cantonale la semaine passée. Nous allons faire une communication nationale. Tous les cantons ont été consultés. La communication nationale la semaine prochaine. Et ensuite, nous allons, commune par commune, prendre contact avec les autorités communales pour examiner la meilleure solution à mettre en place d'ici 2020 pour les offices qui ont été communiqués comme offices à analyser. Donc pour l'instant, la décision n'est pas encore prise sur les offices qui seront supprimés ? La décision n'est pas encore prise dans le sens que la solution que l'on va mettre en place va être discutée avec les autorités dans tous les cas. C'est une obligation légale que l'on a aussi. Mais avec quelle
ouverture, quelle marge de manœuvre vous avez si vous avez, selon vos critères, vous décidez qu'un office de poste va fermer et que vous avez de l'autre côté le canton qui vous donne d'autres arguments, finalement c'est vous qui décidez à la fin. Alors nous avons discuté avec le canton, nous avons élaboré une liste avec le canton des offices qui seront garantis jusqu'en 2020 et des offices qui vont être transformés. Et puis dans cette transformation-là, nous allons discuter avec les autorités locales pour trouver la forme la mieux adaptée aux besoins de la population. Ça peut être un partenariat, ça peut aussi être le facteur sur le pied de la porte qu'on appelle le service postal à domicile. Merci beaucoup Michel Pochon pour ces précisions. Merci. Bonne journée. Merci. Je vous en parlais dans les titres, les travaux du siège administratif de la Mobilière à Nyons s'achèvent après 2 ans de travaux. Jeudi dernier, les ouvriers ont procédé à la traditionnelle pose du bouquet de chantier. Florian Cavaleri était des leurs. Le bouquet de chantier, c'est d'abord une tradition. Pour les ouvriers, pour les entreprises, c'est quelque chose qui est important, qui marque en fait un moment en fait d'avancement du chantier qui est la couverture, la mise hors d'eau, hors d'air du bâtiment, qui veut dire plus d'eau, plus d'air qui rentre à l'intérieur. Donc cette tradition, c'est de fêter ce moment-là, c'est le moment du sapin en fait. Et le tour de force, c'est aussi d'avoir fait travailler les entreprises de la région. Alors, ouais, bien sûr que les entreprises de la région, c'est important de les faire travailler à partir du moment qu'elles répondent aux besoins et aux critères de la mobilière à donner, ainsi que les nôtres. Et on va se retrouver à peu près avec 250 personnes qui auront travaillé sur ce chantier. Donc le 22 décembre de cette année, on rend les clés du bâtiment au maître de l'ouvrage pour qu'eux puissent s'installer à l'intérieur. Le bâtiment était existant et la réflexion était de retrouver une nouvelle image pour la mobilière. Le bâtiment d'origine avait une conception relativement intéressante, classique, de bureau. Mais ils avaient construit dans le parc un bâtiment qui servait de restaurant qui était relativement peu intéressant. Et donc on a proposé à la mobilière de dire qu'il faut repenser cet espace pour qu'il dialogue beaucoup plus avec l'espace environnant. Et on a proposé cette forme de haricot qui vient s'intégrer avec une façade totalement vitrée qui fait que quand on est dans le restaurant, on a une relation immédiate avec le parc extérieur. C'est un budget de plus de 50 millions. C'est un bâtiment qui fait plus de 65 000 m3, donc ça se justifie, c'est vraiment un grand bâtiment, 12 000 m² de plancher. C'est une réalisation relativement importante. Après 2 ans quasiment de travaux, les employés de la Mobilière vont revenir dans ce nouveau site. Qu'est-ce que ça représente pour eux ? Ça représente beaucoup pour les 400 collaboratrices et collaborateurs qui se réjouissent vraiment beaucoup de revenir et de retrouver l'âme de ce bâtiment de la Mobilière Vie. Ça fait depuis 1985 que la Mobilière Vie est ici à Nyons et beaucoup de collaborateurs sont là depuis 10, 15, 20, 25, même plus de 30 ans et se réjouissent énormément de revenir dans ce bâtiment. Et puis c'est une petite révolution aussi pour les employés de revenir dans ce site puisque c'est une nouvelle manière de travailler. Absolument, il n'y aura d'abord plus de bureaux fermés, donc plus de bureaux individuels et puis plus de places de travail. Mais au contraire, chaque matin, les personnes qui arrivent vont pouvoir choisir leur place de travail pour la journée ou pour quelques heures. Ce sera très agréable et ça permettra d'avoir encore plus d'échanges entre les équipes. Employés, direction côte à côte. Absolument, tous ensemble dans le même espace. Voilà, les travaux sont en phase finale. Ce sera terminé d'ici la fin de l'année. Les 400 collaborateurs basés temporairement à Terrebonne pourront retrouver les locaux à Nyons d'ici le 1er mars prochain. Christian Lamblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction de la Mobilière. On va évoquer avec vous ces changements qu'apportent ces travaux. Mais avant tout, un point sur la Mobilière qui n'est pas une société anonyme. C'est une coopérative. Concrètement, ça change quoi dans la marge des affaires ? Alors, la Mobilière est une société à ancrage coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire dans la marge des affaires ? Ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation de rendre des comptes à des actionnaires. Donc on peut avoir une stratégie qui est beaucoup plus dans le long terme et durable. Et puis notre politique s'inscrit dans ce sens-là. Donc on n'investit pas à court terme, on fait des investissements et puis une construction de nos clients dans le long terme et de manière durable. Avec une croissance qui était l'année dernière de près de 15%, 14,5% pour le bénéfice consolidé, une progression de 3,2% du volume des primes. Ça contraste avec l'ensemble des concurrents. Vous l'expliquez par cet élément de proximité que joue la Mobilière et de long terme ? Alors je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est effectivement le long terme. Dès le moment où on a une stratégie qui est durable, elle paye dans le temps. Et puis ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une croissance dans tous les secteurs ciblés qui est, je dirais, conforme à nos espérances.
Dans la partie vie, puisqu'on parle à Nyon du siège de la mobilière vie, c'est même encore une croissance plus forte, puisqu'effectivement, avec une part de marché qui est plus petite, on a aujourd'hui plus d'une affaire sur 10 qui est faite à la mobilière. Et à Nyon, il y a cette volonté aussi de l'ancrage local. Le fait de faire ces travaux, évidemment, on comprend par là qu'il y a une volonté de rester là longtemps, le plus longtemps possible, et une implication dans la vie associative et culturelle aussi. Absolument. Donc, on investit à long terme et puis notre culture, c'est la proximité. Donc la proximité, ça veut aussi dire pour nous qu'il est important d'avoir une direction en Suisse romande. On confirme quelque part cette volonté d'investir dans la région de Nyon. On le voit au travers du Paléo Festival qu'on soutient, on le voit au travers de Vision du réel. Et puis on retrouve cette politique d'investissement long terme dans la rénovation qu'on fait de ce bâtiment. Et de manière générale, ce sera une grande nouveauté pour les collaborateurs, les 400 dont je parlais, qui seront plus à terme. Ce qui est prévu, c'est une augmentation du nombre de places de travail. Mais la manière de fonctionner, le mode de travail va complètement changer à la mobilière, dans les grandes lignes. Oui. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, on a évoqué avant le sujet de la numérisation. Je dirais qu'il y a deux grands impacts dans le monde du travail que nous, on perçoit. Le premier, c'est dans la manière de travailler. On ne travaille plus tout seul dans un bureau de manière individuelle. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autres collaborateurs pour interagir et puis fonctionner ensemble. Le fait de ne plus avoir de papier nous ouvre beaucoup de possibilités. Ça déclenche, je dirais, un deuxième élément, c'est que le lieu de travail n'est plus non plus fixe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un collaborateur de Nyon, il peut travailler à Nyon, il va peut-être travailler sur le site de Zurich, de Berne, de Lausanne. Donc fini son bureau attitré, par exemple ? Fini son bureau attitré, exactement. Donc la construction de l'environnement, je dirais, on a une conception de la journée de travail. On a développé un nouveau concept du monde du travail du futur. Et dans ce concept, on va finalement avoir différentes typologies de places de travail. Vous aurez peut-être besoin de travailler pendant 1 heure de manière concentrée, ensuite dans un environnement de réunion de projet, et puis peut-être après dans un environnement plus créatif. Et vous avez dans chaque étage différents types de zones de travail, et vous pouvez à votre guise aller vers l'environnement adapté à votre tâche du moment. Ça fait des changements importants pour les personnes concernées. On change nos habitudes. Il peut y avoir un élément où on ne se retrouve plus. En termes de management, comment est-ce que vous encadrez ces éléments-là pour éviter un maximum de perte de repères ? Alors, c'est évident que pour nous, le collaborateur est au centre de la question. Donc, ça fait 2 ans qu'on communique beaucoup autour de ce projet pour expliquer le sens, finalement, de cette direction du monde de travail. C'est le monde du travail du futur. Et puis, on accompagne les gens avec cette optique-là. On a fait un pilote à la direction de Berne qui a permis aux gens de voir, finalement, comment ça fonctionne. Et puis, l'écho qu'on a, c'est que l'immense majorité des gens, une fois qu'ils se sont mis dans ce nouveau monde, ne reviendraient pas en arrière. Est-ce qu'on a des études sur le long terme sur ces éléments-là, du fait que c'est bénéfique, c'est ce que vous nous dites au final, c'est que ce mode de travail-là est bénéfique par rapport au mode de travail traditionnel que l'on a, et pour les personnes qui ne se plaisent pas du tout dans ce modèle-là, qu'est-ce qui est prévu ? C'est un environnement, je dirais, qui est le monde du futur. Il n'est pas seulement la mobilière, on le voit partout. On a entendu avant avec la numérisation, l'impact que ça a sur la poste. Donc c'est quelque chose qui est là. Après, la question, c'est comment nous, on répond quelque part à cette évolution du monde. Et puis, on vise à permettre à chacun de trouver sa place et puis de concilier finalement les intérêts du collaborateur avec les défis que l'on a, nous, vis-à-vis de nos clients, qui reste notre priorité, servir nos clients. Christian Lomblay, merci beaucoup pour ces précisions. Je le rappelle, donc, le nouveau siège administratif de la Mobilière à Nyon est en train de s'achever pour la phase finale des travaux. Arrivée des collaborateurs, ce sera au 1er mars, avec, donc, on l'aura compris, ces nouveaux bureaux. Merci beaucoup et bonne journée. La protection civile démonte les 28 antennes de l'ancien site de Radio Suisse. Ce mardi matin, elle s'attaquait à l'une d'entre elles, c'était à Prongin, et Rodel Fener y était. Il y a 5 ans, en 2012, on procédait à la destruction des antennes de Radio Suisse sur le territoire de Prongin. Si les grandes antennes ne sont plus, restent les moyennes. La protection civile s'est ainsi donnée pour mission de faire disparaître de l'horizon cette trentaine d'émetteurs. Alors l'opération consiste à démonter 26 des 28 antennes. Dans un premier temps, on va faire une phase de 7 antennes pour 2017. Et dans ces 7 antennes, on en démonte 2 dans le cours de répétition du mois de juin. Mais cette fois-ci, pas d'explosion. On ne les fait pas exploser parce qu'on aimerait bien, déjà, pouvoir conserver quelques éléments. Et 2, c'est un peu risqué. Si on les fait exploser, on a des éléments en tension, donc c'est plus compliqué à les démonter. Donc on les démonte en douceur pour arriver à faire ensuite un démontage propre. Pour mener à bien cette opération, il a donc fallu fermer la route durant 1 heure tout en assurant une déviation. Une antenne nous pose un petit problème puisque le trax qui doit la retenir devra être posé sur la route, donc on fait une déviation. Et puis enfin est venu le temps de faire basculer cette antenne reliée en 2 points par des câbles.
Une opération rondement menée par les hommes de la protection civile qui pourront donc répéter l'exercice du démontage d'antennes encore de nombreuses fois. En bref, vous signalez que suite aux élections cantonales vaudoises, la nouvelle présidente du Conseil d'État vaudois sera Nouria Gorité. La socialiste était élue dès le premier tour avec plus de 55% des voix, la majorité étant à gauche. La présidence revenait au Parti socialiste et Pierre-Yves Maillard ayant annoncé durant la campagne qu'il ne souhaitait pas se représenter. Pas de gros chamboulements dans les départements. La nouvelle venue, la socialiste Tesla Amarel, reprend le département d'Anne-Catherine Nion, à savoir la formation, la jeunesse et la culture. Hier, mercredi, Police Nyon Région et la direction des établissements scolaires de Cron-Presséligny, Nyon et Prongin ont remis les prix du concours de dessin de sécurité routière. Enfants et parents étaient invités à la cérémonie. Sur les 270 participants, 10 élèves verront leur œuvre affichée au bord des routes à la rentrée scolaire. Florian Cavalleri. Il y avait une envie de notre part à Police Nyon Région de changer chaque année en fait ces campagnes pour les rentrées des classes. Il est évident que si chaque année ce sont les mêmes visuels, au bout d'un moment les gens ne font plus attention. Donc une envie de changer et puis une envie de faire participer les enfants quelque part à leur propre sécurité. Et puis quand on touche les enfants, forcément on touche les parents. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ton dessin? Qu'il y a des enfants qui vont à l'école et il faut faire attention que les voitures, que les enfants ils sont en sécurité. Qu'est-ce qui va advenir de ces dessins? Alors ces dessins que nous avons sélectionnés aujourd'hui sont transformés en affiches. Donc nous aurons durant toute l'année scolaire et à chaque rentrée, après les vacances, 2 affiches qui seront disséminées sur le bord des routes pour dire voilà, attention, il y a eu des vacances, l'école recommence, automobilistes, soyez prudents. Et c'était quoi ton dessin? Celui qui est là. Et puis tu as représenté quoi? La prévention routière. C'est un dessin pour que les voitures fassent attention aux enfants, pour une affiche. Les critères de sélection des dessins, c'était lesquels? Alors on s'était donné 3 critères, la créativité, la technique et la conception. Donc il fallait que le message souhaité, le message à transmettre corresponde aux objectifs donc, de cette campagne de prévention. Faites attention sur la route, autant pour les élèves évidemment que pour les automobilistes. Vous avez dessiné quoi vous? Une voiture qui s'arrête devant un passage piéton. Nous, on recherche le partenariat. Donc là, on implique les élèves, on implique les enseignants, les parents et la police. Un bel amalgame pour un résultat, j'espère, qui sera aussi convaincant. Qu'est-ce que tu as dessiné comme dessin, toi? Un enfant qui se donne la main à un autre enfant, qui regarde des deux côtés et qui va traverser. C'est un moyen qu'on a, la prévention routière, pour créer un contact qui va au-delà du policier répressif, du policier qui amende, du policier qui gronde. C'est chouette des concours comme ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ces concours? Tout. Ah ouais, tout. C'était tout bien. Donc effectivement, quand on va depuis les tout petits et que ces tout petits, on les retrouve bien plus grands, même si on a eu affaire à eux lors d'un contrôle nocturne ou autre chose, le fait qu'on ait eu contact avec eux dans les classes, leur vision par rapport à la police change. Et pour nous, c'est très très important. Ça. Il y a une personne qui traverse la route ici et là aussi. Et il y a une voiture qui n'a pas vu le feu rouge et il a foncé et on a écrit ça non, après on a fait boum. Lundi soir, la présidente du conseil communal de Nyon, Christine Trollier, dirigeait la fanfare de Nyon le temps d'une sérénade envolée, une tradition purement nyonnaise qui se perpétue. À la fin de ce mois, la présidente passera le témoin à Marco Carenza Benjamin de l'Assemblée politique nyonnaise, pour autant naturellement que sa candidature soit soutenue par les conseillers. Rodolphe Henner.
tradition typiquement nyonnaise que celle de voir le président du conseil, en l'occurrence une présidente, diriger la fanfare le temps d'une sérénade. Lundi soir, Christine Troyet, qui quittera le perchoir à la fin du mois de juin après une année de bons et loyaux services, s'est prêtée au jeu avec enthousiasme. Je ne me suis pas entraînée parce que je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais je me réjouis beaucoup malgré tout de diriger. Je trouve que c'est une très belle tradition, c'est un honneur que la fanfare offre une sérénade à son président et j'espère que c'est une tradition qui va perdurer longtemps parce que c'est une belle tradition. Des traditions, certes, mais aussi l'occasion de revenir sur une année pas toujours simple dans la gestion des débats politiques nyonnais en ce début de nouvelle législature. Alors j'ai trouvé qu'elle avait commencé assez tranquillement, avec moins de tension entre les partis. Je trouve que le dernier conseil a été un peu plus tendu et j'espère que ces espèces de tensions vraiment très très partisanes ne vont pas recommencer. Encore un conseil à diriger donc, puis il s'agira de passer le relais à un nouveau président, Marco Carenza, benjamin de l'Assemblée politique du haut de ses 21 ans. Alors c'est vrai que c'est une tâche relativement importante, mais j'ai regardé par rapport à mes études, à mon emploi du temps et en fait c'est jouable, hein. Donc ce sera une belle expérience. Oui, alors c'est très important pour un jeune comme moi. Les premières personnes que j'écoute, ce sont les personnes les plus expérimentées, les anciens. C'est comme ça que je peux ensuite me construire une expérience. Et à quoi s'attend-il pour cette année politique à venir? Alors, on a déjà eu une première année où ça a commencé relativement tranquillement et on voit qu'au fil des dossiers, il y a déjà certaines tensions entre la gauche et la droite qui se profilent. Et là, pour la prochaine année, on aura les rapports concernant des préavis comme Cœur de Ville ou la promotion du commerce local, où on aura peut-être d'autres préavis. Et là, je pense qu'il y aura peut-être certains débats qui vont apparaître très rapidement. Et puis, dans une année, il sera, lui, Marco Carenza, à la place de Christine Troyet, pour diriger la fanfare. Oui, bon, à ce qui paraît, elle arrive aussi à jouer toute seule, hein, donc, mais peut-être que je prendrai quelques cours avant, on verra. Voilà, avant de nous quitter, revenons sur la fête interculturelle qui avait lieu dimanche à Nyon. Retour sur l'événement en compagnie d'Andrea Braslopo. C'est désormais une tradition pour la 13e édition de la fête interculturelle. Les communautés de plusieurs pays ont pu faire découvrir les 10 et 11 juin leur culture. Bonne humeur, démonstrations et danses traditionnelles ont égayé la place des fêtes de Rives. On a des Bulgares, on a les Suisses bien évidemment, on a les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Tamouls et les Albanais. Super, c'est formidable. On a un bel jour, un beau soleil, une équipe formidable et il n'y a pas mieux. Notre communauté est une communauté assez importante en nombre à Nyon et dans la région. C'est pour ça que nous avons souhaité participer à cet événement, comme chaque année d'ailleurs depuis 13 éditions. Et puis il y a cet échange de culture et puis on a commencé à se connaître entre nous. Et puis c'est aussi une force. D'être seul c'est une chose et d'être unis est une autre chose. Alors c'est ça qui est beau pour nous de venir chaque année. Très content avec Get Together autre nationalité. Et puis c'est vraiment content. Ce qui est hyper sympa, en tout cas par rapport à Nyon, c'est que c'est vraiment une fête qui est mise en place par les associations elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas la ville qui implémente le projet, mais vraiment les associations, ce qui fait qu'il y a une vraie cohésion et qu'il y a une vraie entraide dans toutes les associations. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Et pour que tout se passe au mieux, il fallait évidemment remplir les estomacs. Biryani avec poulet, avec riz basmati. Alors aujourd'hui, on avait la super sardine, arrivée pêchée, non pas pêchée au lac, mais
arrivé de Portugal. Un exemple, le Portugais, il va venir manger une pizza et nous, on va aller manger des sardines. Quelque chose que nous, en Italie, on ne fait pas beaucoup. On fait beaucoup de poissons grillés. Vous mettez pas de la sardine sur vos pizzas? Non, non. Mais c'est ça, c'est ce fait de mélange. Voilà, eux, par exemple, ils ont la bière et nous, on a le limoncello. Les Tamouls, ils mangent beaucoup d'agneau. Voilà, c'est vraiment cet échange. Je te donne. C'est ça. Et c'est ça le partage. Et c'est pour ça que moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire chaque année. Et autant mon comité, on a beaucoup de plaisir à venir. On dit personne n'aime la sardine parce que l'odeur, c'est pas top. Mais quand on va sortir 40 kilos en 3 heures de temps, tout ça, ça nous fait chaud au cœur. Et voir les gens qui sont contentes, ça nous donne envie de continuer à préparer des choses pour les Nyonnais. C'est important que la diversité culturelle soit mise en avant dans le sens où elle est réelle, elle est ici. Tous les gens qui participent à l'interculturel sont des acteurs de la vie sociale, politique de la région. Et en tout cas, il faut continuer à montrer ça et à montrer qu'on peut s'entendre et que ça fonctionne. Nous connaissons et côtoyons tous les jours, donc forcément des liens se créent et on se voit ici, mais on a aussi d'autres manifestations du même genre. La fête de la musique sera d'ailleurs la prochaine manifestation où les associations se rassembleront. L'association des Italiens de la Côte et l'association des Portugais de Nyon se retrouveront sous la tente de la place des fêtes de Rives. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, vous retrouverez Rodolphe Henner pour le débat sur la thématique de la pauvreté en Suisse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Merci pour votre fidélité. À bientôt.